Bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence. J'ai beaucoup de plaisir à vous présenter ma toute dernière conférence sur les biais cognitifs dans le cadre de la Semaine du cerveau et organisée par l'Ensemble Saint-Luc. Je remercie l'Ensemble Saint-Luc de Cambrai, en particulier Sabine et Arnaud et leur direction. Je suis Didier Nakache, je suis docteur en informatique et expert en sciences de la cognition. Alors, les biais cognitifs, je vais d'abord vous présenter ce que c'est, puis vous expliquer les mécanismes S1, S2 qui permettent les biais cognitifs. On va passer en revue ensuite une dizaine, en fait 11 biais parmi les plus courants. Et avant de conclure, je vais vous expliquer comment on peut les éviter. Qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif? Un biais cognitif, c'est une manière de distordre le traitement d'une information, et c'est une manière de mal penser, de se laisser tromper par nos pensées. En résumé, on trompe notre cerveau. Alors on connaît depuis longtemps tous les mécanismes comme les illusions d'optique. On sait depuis longtemps qu'on peut tromper notre cerveau. Et voilà par exemple une photo où on reconnaît rapidement des signes que notre cerveau va interpréter. Et il va les interpréter dans le mauvais sens, puisque ce que vous croyez être un lac, en réalité, c'est un muret qui est éclairé au petit matin. Et voilà une première illusion d'optique. Et c'est une manière, là, c'est une manière de tromper le cerveau par l'illusion. Avant de dire ce que sont les biais cognitifs, je vais déjà vous dire ce que ça n'est pas, parce qu'il y a souvent la confusion avec la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, qui a été décrite en 1955 par Léon Festinger, c'est un mécanisme de tension interne, c'est de la psychologie, entre les croyances et les observations. Et quand ce que vous croyez ne coïncide pas avec ce que vous observez, ça vous met dans une situation de tension interne qui est souvent mal vécue, et la seule manière, c'est de rationaliser. Alors j'ai un exemple qui est connu et qui est célèbre qui parle de ça, qui est le suivant. Un jour, il y avait une femme gourou, donc une gourelle, qui avait annoncé à ses disciples la fin du monde pour un jour donné, et à une heure précise, elle a dit, voilà, à minuit, tel jour, ce sera la fin du monde. Et donc la tension monte parmi les disciples, ils partent tous ensemble, ils communient, ils sont en prière, etc. Et le jour même, la tension est à son maximum. Et arrivé à minuit, il ne se passe rien. Minuit et demi, 1h du matin, toujours rien. Et là, les disciples sont en état de dissonance cognitive, c'est que ce qu'ils observent ne correspond pas à leurs croyances. Et la colère commence à monter contre la gourelle. Et la gourelle, qui était sans doute une fine psychologue, a rationalisé, elle leur a dit « Mais mes frères, mes sœurs, ça y est, je viens d'avoir la réponse, c'est grâce à nos prières que la fin du monde n'a pas eu lieu. » Et tout le monde est reparti content. Voilà, la dissonance a été rationalisée. Ici, moi, je vais vous parler des biais cognitifs, ça n'a rien à voir avec ce phénomène-là. Le biais cognitif, c'est plus une manière de tromper notre cerveau par des mécanismes qui ne sont pas de la dissonance. Alors vous allez voir qu'il y a vraiment plein de biais qui viennent polluer notre manière de penser, nos analyses, la plupart du temps sans même que nous en ayons conscience, et même quand on en a conscience, ça ne nous dérange pas, ça ne nous empêche pas de fonctionner quand même. Je vous propose de commencer par un petit test. Pensez-vous être plutôt un bon conducteur ou bonne conductrice? Grand D, vous considérez que vous êtes parmi les plus mauvais. Grand C, vous êtes moins bon que la moyenne. Grand B, vous êtes plutôt meilleur que la moyenne. Et grand A, dans les meilleurs, 25%. Je vous laisse réfléchir chacun à votre idée par rapport à cette question. Et malheureusement, je n'ai pas les outils de sondage, mais je connais d'avance le résultat de ce sondage. Si je vous pose la question et que je mesure vos réponses, je sais d'avance que j'ai 10% de la population qui va répondre grand C et grand D, et 90% des gens, surtout grand B et un peu moins grand A. Ça veut dire que 90% des personnes considèrent qu'elles sont meilleures que la moyenne. Ça pose un problème quand même. 90% meilleurs que la moyenne. Et ce qui est vrai pour êtes-vous un bon conducteur, j'aurai exactement le même résultat si je vous pose la question à des enseignants et si je leur demande « Pensez-vous être
un très bon enseignant, un enseignant plutôt meilleur que la moyenne, moins bon que la moyenne ou mauvais. 90% des enseignants se diront dans les deux premières catégories. On peut poser la question aux chefs d'entreprise. Si on leur demande « Pensez-vous être plutôt bon entrepreneur, plutôt très bon, plutôt moyen, plutôt mauvais ?» 90% d'entre eux se considéreront plutôt meilleurs que la moyenne. C'est toujours l'autre qui est mauvais. C'est l'autre qui est mauvais conducteur, c'est l'autre qui est mauvais enseignant, c'est l'autre qui est mauvais entrepreneur. C'est curieux qu'on ait 90% d'une population supérieure à la moitié. Et si on pousse un petit peu la curiosité, si je vais à un mariage et que je demande aux jeunes mariés s'ils pensent que c'est pour la vie et que cette personne-là, leur conjoint, c'est pour la vie, je suis certain que là, j'aurai même un taux de 100% et que 100% des personnes me diront de toute bonne foi « Oui, c'est lui ou c'est elle et c'est pour la vie ». Alors qu'on sait que la moitié d'entre eux vont se tromper. Mais 100% des répondants vont dire que leur mariage, à eux, sera le bon, c'est toujours l'autre qui va se tromper. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène-là? Parce que c'est pas rationnel qu'on ait 90% d'une population ou 100% d'une population au-dessus de la moyenne. Eh bien, c'est le phénomène des biais cognitifs. Et vous venez d'avoir la présentation de votre premier biais qui s'appelle le biais d'optimisme. Les biais cognitifs faussent nos jugements de manière prévisible et de manière reproductible. C'est que je peux vous reposer la question « Êtes-vous bon conducteur ?» Eh bien, probablement que vous n'avez pas changé votre réponse et probablement que j'aurai encore les mêmes pourcentages de résultats. Alors, combien il y a de biais? Il y a un codex qui existe, je suis désolé, il n'est pas très lisible parce qu'il y en a tellement. Il y a 180 biais qui ont été identifiés et il y en a une vingtaine à peu près qui sont en cours de classification. Donc grosso modo, on a 200 biais cognitifs qui ont tous été classés dans un codex pour être hiérarchisés. Je vais juste vous faire un petit zoom sur le codex. Et là, vous voyez qu'on a le biais d'ancrage, le biais de confirmation, l'effet Pygmalion, l'effet Golem, etc. Tout ça sont des biais qui sont tous classifiés en fonction de critères simples. Alors comment ça marche? Le grand expert sur les biais cognitifs, c'est Daniel Kahneman qui a fait un livre, Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. Kahneman s'est associé avec Amos Tversky et il a reçu le prix Nobel d'économie en 2002 pour ses travaux. Amos Tversky, malheureusement, est décédé quelques années avant et n'a pas eu le Nobel à cause de ça. Et ces deux grands scientifiques ont identifié que notre cerveau fonctionnait selon deux modes de pensée, qu'ils ont appelés S1 pour système 1 et S2 pour système 2. Alors je vais vous présenter les deux modes de pensée. Le système 1, c'est la pensée automatique. C'est incontrôlable, c'est fulgurant. Ça fonctionne par association d'idées, c'est ce qui va vous permettre de penser extrêmement vite, voire même peut-être sans réfléchir. C'est ce qui nous fait agir de manière intuitive, partout où on n'a pas besoin de trop réfléchir finalement, pas d'engagement cognitif fort, et surtout quand on est dans des situations d'incertitude. S1 nous permet de réagir extrêmement vite, et donc dès qu'il y a un imprévu ou une menace, c'est ce système-là qui va être en jeu. Malheureusement, il est sensible aux biais cognitifs, aux erreurs de jugement et aux raccourcis mentaux. J'ai un exemple qui va illustrer ça, c'est que imaginons que vous soyez au bord de la route et que vous apprêtez à traverser la rue, et vous voyez une moto qui est en train de dévier de sa trajectoire et qui arrive vers vous. Eh bien, c'est votre système 1 qui va se mettre en œuvre, qui va vous dire « va-t'en, va-t'en, sors de cette trajectoire, sinon tu vas avoir un problème ». Le système 2, lui, m'aurait dit « bon, alors regarde bien, mesure la vitesse, la trajectoire, comment s'appelle, quel âge a le conducteur, est-ce qu'il est jeune, vieux, la couleur des cheveux, etc. » Ça, c'est le système 2 qui aurait pris le temps. Mais là, clairement, c'est le système 1 qui fonctionne. Le système 2, donc, c'est celui qui va prendre le temps de la réflexion, de l'analyse, et après, en toute connaissance de cause, va vous permettre et vous proposer d'agir. C'est plus long, c'est plus coûteux en énergie, mais la plupart du temps, c'est notre système 1 qui est en action dans la plupart de nos actions de la vie quotidienne. Alors, j'ai une petite vidéo qui présente cela.
Système 1, système 2, les deux vitesses de la pensée. Kahneman a résumé en 2011, donc dans un livre, tout son ouvrage, ça fait 500 pages, et il décrit deux modes de pensée. Un mode rapide et automatique, mais qui fait des erreurs, le système 1, et le second, qui est lent et réfléchi, qui mêle logique et analyse, c'est le système 2. Deux modes de pensée, deux vitesses. Le système 1 est rapide, sans effort, stéréotypé et inconscient. Le système 2, lui, il va être lent, avec effort, logique, conscient. Alors on va détailler tout ça. Le système 1 est rapide. Il agit instinctivement et mobilise des ressources immédiates. Le système 2, lui, va être lent. Il prend le temps de la réflexion et élabore des pensées complexes. Le système 1 est sans effort. En mode automatique, on applique des réponses déjà connues la plupart du temps, alors que le système 2, lui, est avec effort. C'est de la logique, des mathématiques, mais ça demande toujours de l'effort. Le système 1 est stéréotypé, le 2 est logique. Si je vous dis pensez à un outil et que vous pensez très vite, vous penserez à un marteau. Et même bleu si je vous demande une couleur. C'est l'outil stéréotypé. Mais si vous utilisez votre système 2, vous allez penser à des pinces, des tournevis ou des clés. Le système 1 est inconscient, le 2 est conscient. Que lisez-vous? Avec le système 1, vous lisez ABC 12, 13, 14. Avec votre système 2, vous pourriez dire A13C 12B 14. Parce que le 13 et le B sont un peu confus. En résumé, on a donc un système 1 qui est rapide, sans effort, stéréotypé, inconscient, et un système 2 qui est lent, avec effort, logique, conscient. La plupart du temps, on utilise nos deux modes de pensée, mais majoritairement le système 1, et c'est celui qui va très vite, qui est très efficace, mais c'est celui qui fait le plus d'erreurs. D'où les biais cognitifs. Notre cerveau, c'est un organe, c'est pas un ordinateur, et donc il n'est pas toujours rationnel, et il fait des erreurs, et c'est normal. Alors quelques exemples, je vous propose d'illustrer ça, et on va prendre un petit exemple, je vais vous demander d'utiliser votre système 1, c'est-à-dire de réfléchir très très vite. Voir votre système 2. J'ai 10 doigts dans 2 mains, combien ai-je de doigts dans 10 mains? Si vous répondez vite, il est probable que vous me répondiez 100. Vous avez utilisé votre système 1 qui est très rapide, par contre il se trompe. Si j'ai 10 doigts dans 2 mains et que je prends le temps de réfléchir, ça veut dire que j'ai 5 doigts par main, pas de problème. Donc dans 10 mains, j'ai 5 fois 10, j'ai 50 doigts. Là, je viens d'utiliser mon système 2 qui a pris le temps de l'analyse et de la réflexion. Deuxième petit test, on va en parler après. Une bouteille et son bouchon coûtent 21 €. La bouteille coûte 20 € de plus que le bouchon. Combien coûte le bouchon? Même problème. Si vous utilisez le système 1 qui est ultra rapide, qui fait appel à des souvenirs, vous allez me dire 20 €, ce qui est faux. Si vous prenez le temps de la réflexion et d'utiliser votre système 2, vous allez poser le problème, l'analyser, réfléchir et dire le bouchon coûte 50 centimes et la bouteille coûte 20,50 €, ce qui fait bien 21 au total et 20 € d'écart entre les deux. Voilà une petite illustration du système 1 et système 2, juste pour le fun. On va regarder maintenant les principaux biais cognitifs. J'en ai sélectionné 11. Je les ai pris à mon goût. J'ai pris 11 que je trouvais les plus sympas parmi les 200 qui existent. Après, vous pourrez toujours vous documenter et prolonger cette conférence. Le premier effet, c'est l'effet dit de halo. Alors l'effet de halo, c'est quelque chose qu'on pressent et qu'on connaît intuitivement. C'est le fait d'attribuer des effets positifs, des qualités, ou inversement des défauts, à des personnes en se basant juste sur des considérations physiques. C'est-à-dire qu'en gros, plus une personne sera grande, belle, etc., plus on lui trouvera des qualités, et à l'opposé, on peut lui trouver des défauts sur des caractéristiques physiques, sans même connaître la personne. Simplement visuel.
De manière plus générale, on va rendre plus positif ou plus négatif des caractéristiques d'une personne, mais aussi d'un groupe, d'une marque, d'une entreprise ou d'une population quelconque, même si on ne les connaît pas, même sans vérifier, simplement à partir de caractéristiques que notre cerveau a mémorisées, on est là dans le rappel de mémoire, que notre cerveau a mémorisées de manière positive ou négative antérieurement. J'ai un petit exemple pour illustrer ça. J'ai pris la totalité des présidents de la République américains depuis une centaine d'années. Je suis remonté à Theodore Roosevelt. Donc voilà la totalité, y compris Joe Biden qui vient d'être élu. Voilà la taille de chacun de ces présidents. Joe Biden, on va prendre les derniers, 1m83, Donald Trump 1m90, Barack Obama 1m85, et ainsi de suite. Vous remarquez rien, la taille moyenne d'un Américain, c'est 1m75. La taille moyenne d'un président américain, c'est 1m83, c'est-à-dire quasiment 10 cm de plus. C'est simplement parce que le fait que le candidat soit, sans doute un homme d'ailleurs, et sans doute grand et costaud, eh bien ça fait qu'on va lui attribuer des caractéristiques positives sans même nous en rendre compte, sans même que ce soit prévu ou calculé. Peut-être analysé, mais pas anticipé en tout cas. Voilà, je trouve que cet exemple-là est assez éloquent parce que vraiment, à part Truman à 1m75, donc le seul qui est dans la moyenne, tous les autres sont plutôt à 1m85, 1m90. C'est vrai également en termes d'emploi. Il y a une étude très sérieuse qui a été faite, qui a consisté à dire est-ce qu'on gagne plus quand on est plus grand? Eh bien oui, et ça a été mesuré. On gagne en moyenne aux États-Unis 300 $ de plus par an par centimètre. Vous prenez deux personnes qui mesurent 10 cm d'écart, celle qui a 10 cm de plus va gagner 3000 $ par an de plus que la plus petite. Ça, c'est un biais cognitif. On prête des qualités à des gens plus grands. Et d'ailleurs, quand vous regardez dans votre hiérarchie des directeurs, des gens à des postes importants, on va retrouver souvent des hommes, souvent grands, voire forts. On trouve rarement des gens plutôt petits, frêles, minces, etc. Il y a une expérience encore qui a été menée en termes de justice. On a pris un texte pour décrire une situation et on a demandé à des gens de noter si, selon eux, la personne, à partir du texte, était innocente, auquel cas on met une note à 0, ou coupable, auquel cas on met une note à 5. Et on peut mettre de 0 à 5 la note qu'on veut. Le texte est identique, mais on a donné le même texte à deux groupes. Et à un groupe, on a mis la photo de la personne jugée avec une jolie femme. Et à un autre groupe, on a donné la photo de la personne jugée en prenant une femme avec des traits beaucoup moins flatteurs. Eh bien, la jolie fille a été jugée coupable avec une note de 2,8 sur 5. Et la fille beaucoup moins jolie a été jugée coupable avec un score de 4,2. Donc beaucoup plus coupable quand on est moins beau. Et même sur la sévérité de la peine, je ne l'ai pas mis ici dans la diapo, mais on a posé la même question en demandant de mettre une peine à ces deux personnes-là. Eh bien, la jolie fille a une peine 2 fois plus légère en moyenne que la fille pas jolie. Voilà, ça c'est l'effet de halo, c'est qu'on va attribuer des caractéristiques à des gens qu'on ne connaît pas, sans les connaître, simplement en regardant leurs traits physiques. Le biais suivant, je l'aime beaucoup, c'est le biais d'ancrage. Et deux suivants, d'ailleurs, je les apprécie beaucoup. L'idée de l'ancrage, c'est quelque chose qui a été très très décrit par Kahneman toujours, mais ça a été vraiment un de ses centres d'intérêt, avec toujours Amos Tversky, le premier économiste, le second psychologue. L'idée d'ancrage, c'est de voir comment on peut faire évoluer notre première impression. C'est-à-dire que lorsque, sur un sujet quelconque, vous n'avez pas d'idée, si jamais vous faites une première idée, comment est-ce que vous allez faire évoluer votre jugement par rapport à cette première impression? Eh bien, c'est quelque chose qui est assez étonnant, c'est que souvent, on a du mal à faire évoluer la première idée qu'on a eue d'un phénomène qu'on ne connaît pas. Et même si on vous met devant des nouvelles informations qui vous disent que non, non, votre première idée n'est pas la bonne, vous êtes trompé, eh bien même dans ce contexte-là, on a du mal à se remettre en cause et à faire évoluer nos jugements. C'est ça l'ancrage.
Alors je vais vous donner un bon exemple que je trouve amusant, ce sont des expériences qui ont été faites. On a pris deux groupes, et à un groupe on a posé deux questions, et à l'autre groupe on a posé que la deuxième question. Et voilà la question qui a été posée au premier groupe. Une baleine bleue mesure-t-elle plus que 49 mètres? Je vous laisse y réfléchir chacun dans votre tête. Donc oui ou non. Question numéro 2. Combien mesure une baleine bleue? Donc il y a un groupe à qui on a posé la première question qui est l'encre, puis la deuxième. Et il y a un deuxième groupe à qui on a posé que la deuxième question. Donc sans ancrage. Juste, combien mesure une baleine bleue? Et on a comparé les deux populations. Le groupe à qui on a posé la première question, pensez-vous qu'une baleine bleue mesure plus de 49 mètres, a répondu en moyenne 60 mètres, quand on leur a posé la deuxième question. Le deuxième groupe qui n'a pas été ancré a répondu en moyenne 30 mètres, c'est-à-dire 2 fois moins. Une baleine bleue mesure réellement 25 mètres, c'est-à-dire que avec l'effet d'ancrage, le jugement est trompé, et c'est un biais cognitif, c'est le biais d'ancrage, qui fait que on va vous mettre une idée en tête qui est fausse, qui fait qu'après vous allez juger par rapport à cette valeur. Et c'est un biais qui est extrêmement fort et extrêmement puissant, parce qu'il y a beaucoup de variantes. Ici, le fait que je vous mette 49 mètres, ça vous amène à penser autour de 49 mètres. Donc si vous répondez non, c'est forcément plus, donc c'est plutôt 50, 60 mètres, 70 mètres. Et l'effet d'ancrage fonctionne dans tous les domaines. Si vous êtes sur une négociation, si vous êtes en train de négocier avec un vendeur sur le prix de quoi que ce soit, ou sur n'importe quoi, l'effet d'ancrage fonctionne, et souvent il vaut mieux être le premier d'ailleurs à poser un chiffre, à donner un prix ou à donner une valeur. Voilà la même expérience qui a été faite. Le plus grand séquoia géant du monde fait-il plus ou moins de 400 mètres de haut? Deuxième groupe, le plus grand séquoia géant du monde fait-il plus ou moins de 80 mètres? Question qu'on a posée ensuite aux deux groupes. Quelle est la taille du plus grand séquoia du monde? Donc le premier groupe a été ancré à 400 mètres, le deuxième à 80 mètres. Vous avez compris et vous avez deviné ce que va être le résultat. Le premier groupe, après, quand on leur a demandé combien mesure le plus grand séquoia géant du monde, il a estimé à 278 mètres, et l'autre groupe à 93 mètres. Il y a une différence de 185 mètres. Le plus grand séquoia du monde, c'est le général Sherman, je crois qu'il mesure dans les 87 mètres, quelque chose comme ça. Donc on multiplie par 3 quand on a été ancré avec une fausse valeur. Autre curiosité, l'effet d'ancrage mesure même si on prend des valeurs aléatoires. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de la baleine, si je tire au hasard la valeur, au lieu de dire 49 mètres, je tire au hasard avec une roue devant vous, une valeur complètement aléatoire, l'ancrage va fonctionner. Et même avec des valeurs qui vont être complètement fantaisistes, ça va marcher encore de la même manière. Il y a une expérience qui a été faite. Groupe 1, une baleine bleue mesure-t-elle plus que 20 cm? Donc, ok, on est d'accord, 20 cm, c'est pas ça. Groupe 2, une baleine bleue mesure-t-elle plus de 900 mètres? On sait aussi que 900 mètres, c'est pas bon. Eh bien, les deux ancrages ont fonctionné. Quand on leur a demandé ensuite combien mesure une baleine bleue, le groupe 1 a répondu 20 mètres, le groupe 2 a répondu en moyenne 142 mètres. C'est un mécanisme qui est puissant, qui est très utilisé en économie d'ailleurs. Dernière précision, plus l'ancrage sera précis dans le chiffre ou dans la valeur, plus l'ancrage sera fort. On a fait une petite expérience qui est la suivante. On a montré la photo d'une maison sur une plage californienne avec un prix de 800 000 $. C'est le prix d'ancrage. On a demandé aux gens d'estimer la maison et ils l'ont estimée à 751 000 $. On a refait l'ancrage avec une valeur de 799 800 $, donc quelque chose de très très précis. Et là, vous voyez que le résultat a été de 784 000, c'est-à-dire l'ancrage a été beaucoup plus fort avec une valeur précise qu'avec une valeur faible. Je vais vous parler maintenant de l'amorçage et des implicites, notamment la mémoire implicite.
L'idée de l'amorçage, c'est un peu l'idée de l'ancrage, sauf que l'ancrage, c'est souvent sur des choses que vous ne connaissez pas. Le plus grand séquoia du monde, personne ne sait combien il mesure. Une baleine bleue, on ne sait pas trop combien ça mesure. Là, on est sur quelque chose qui va faire appel à votre mémoire. Alors, je vous propose un petit jeu. Vous allez répondre, vous allez répéter la phrase que je vais dire, puis vous répondrez à ma question le plus vite possible pour activer votre système 1. Répétez. Blanc, 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 blanc. Que boit la vache? Si vous répondez très vite, probablement que vous avez répondu du lait. Pourquoi? Parce que vous êtes sur un bien implicite, et donc vous avez associé blanc, vache, lait, et donc probablement que certains d'entre vous ont répondu du lait alors que la vache boit de l'eau comme tous les mammifères à ma connaissance. C'est ça l'effet d'amorçage, c'est ça le biais implicite. On fait travailler votre mémoire, on lui fait rechercher des souvenirs et travailler sur cette base-là. Ce qui veut dire que les éléments de contexte implicites vont avoir des influences sur nos réponses et sur nos réactions. Voilà un petit exemple. Quelle est la lettre qui manque à la fin du mot CHA? Et je vous demande de me dire la lettre qui manque. Si, avant de vous poser cette question, je vous ai parlé de guerre, de canon, de tir, probablement vous allez me dire c'est le R de char. Si, avant de poser cette question, je vous ai parlé d'animaux, de chiens, de chiots, probablement vous allez me dire c'est un T et la lettre qui manque c'est le T pour faire un chat. Je vais maintenant vous faire un amorçage. Vous avez ici 4 points blancs et je vous demande de relier ces 4 points blancs entre eux en faisant 3 craies de crayon sans jamais lever le crayon. Je vous laisse réfléchir 30 secondes. Alors vous avez comme réponse possible le Z. Vous voyez que si je fais clac, 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 je relie les 3 points. On peut le faire en forme de U, on peut le faire en forme de N, on peut le faire en forme de C, et ainsi de suite. On a tout un tas de possibilités qui vont nous permettre de résoudre ce problème-là de manière simple. On va compliquer un peu le problème maintenant. Parce que maintenant, ça y est, je vous ai amorcé, je vous ai mis ça dans votre mémoire. Je vous demande de relier les 9 points qui sont tous parfaitement alignés, mais avec seulement 4 coups de crayon. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Sur la vidéo, vous pourrez toujours mettre en pause avant de vous donner la solution. En 4 coups de crayon, sans relier jamais, sans jamais lever le crayon, je vous demande de relier la totalité des 9 points. Je vous donne la réponse. La voici. Alors, elle est simple, hein, on part d'ici et puis on peut faire cette figure-là, ou peu importe le point de départ. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voyez que dans ce cas-là, la plupart d'entre vous n'ont probablement pas trouvé la réponse parce que elle est complexe. Pourquoi elle est complexe? Parce que je vous ai amorcé avec le problème d'avant pour que vous ne puissiez pas réfléchir en sortant du cadre. Or, pour trouver la solution, il fallait sortir du cadre. Et donc, je vous ai amorcé pour vous empêcher de raisonner correctement. Alors, sur l'effet d'amorçage, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites, notamment une série d'expériences par John Bargh en 1996 avec ses collègues. Ils ont demandé à des étudiants universitaires, étudiants en psychologie aux États-Unis, de résoudre des anagrammes de mots et de chercher dans des mots fléchés des mots qu'il fallait trouver. C'était des jeux de lettres. Et pour les étudiants pensaient que le test allait s'arrêter à ce moment-là. Et il y a un groupe qui a été amorcé avec des mots qui évoquaient la vieillesse, l'âge, le handicap, la fatigue. Et il y a un autre groupe qui a été amorcé avec des mots totalement neutres. Puis on a demandé aux étudiants d'aller porter leurs feuilles de résultats et de les remettre
au professeur dans un bureau. Le premier groupe qui a été amorcé, en moyenne, a mis 8 secondes,2 pour aller jusqu'au bureau. Le deuxième groupe, qui était amorcé avec des... Enfin, qui n'a pas été amorcé, qui a eu des valeurs neutres, mettait en moyenne 7,2 secondes. C'est-à-dire que ce qu'on a mesuré, c'est le temps que mettaient les étudiants pour sortir de la salle de classe et aller jusqu'au bureau porter les résultats. Et ceux qui ont été amorcés avec des termes qui évoquent la vieillesse, l'âge, etc., ont mis beaucoup plus de temps que les autres. Alors vous allez me dire, une seconde, c'est peut-être pas énormissime. Et cette expérience, on a essayé de la reproduire. Parfois, on y est arrivé de manière plus compliquée. Alors, il y a d'autres expériences qui ont été faites. Il y a un groupe, toujours avec des jeux de mots et des lettres à trouver, des anagrammes, etc. Il y a un groupe qui a été amorcé avec des termes qui évoquent la politesse. Des mots comme cordialement, apprécier, respect, courtoisie, etc. Et un autre groupe qui a été amorcé avec des termes qui évoquent la colère, l'impolitesse, l'intrusion, l'agressivité. Et enfin, un groupe témoin, un groupe contrôle à qui on a demandé de chercher des mots totalement neutres. Lorsque les étudiants sont venus apporter les résultats à leur professeur, eh bien, le professeur était complice avec un autre enseignant et il faisait semblant de discuter. Et il discutait pendant 10 minutes maximum et la question était de voir, selon l'amorçage, est-ce que les gens ont osé interrompre la discussion ou pas. Et là, les résultats sont très très étonnants. Le groupe qui a été amorcé avec l'agressivité, 62% d'entre eux a interrompu la discussion. Le groupe contrôle, 38% d'entre eux a interrompu la discussion. Et le groupe amorcé avec de la politesse ont été à 18% seulement en interruption de la discussion et de l'échange. Voilà. On voit quand même que l'amorçage fonctionne et a des résultats assez nets, en tout cas, sur ce type d'expérience. Je vais vous parler maintenant du biais des coûts irrécupérables. Prenons un petit exemple. Vous avez acheté un week-end de ski en promotion à 50 $ la nuit. Vous êtes content, vous avez fait une belle affaire, ça vous va bien. Et puis, vous avez acheté un autre week-end en promotion dans une autre station. Et là, la promotion est à 100 $ la nuit. Vous êtes heureux. Et malheureusement, vous vous rendez compte que les deux week-ends, vous n'avez pas fait attention, tombent le même week-end. Donc, vous avez dépensé 150 $. Et la question, c'est dans quelle station allez-vous finalement vous rendre? Quand vous étudiez un petit peu les deux stations, vous vous rendez compte que finalement, celle qui a 50 $ la nuit, elle est plus sympa, quoi. C'est celle qui vous plaît le plus. Est-ce que vous choisissez d'aller dans la station à 50 $ la nuit qui vous plaît le plus? Ou est-ce que vous choisissez d'aller dans la station à 100 $ qui vous plaît moins? Bien, cette expérience-là a été conduite et il se trouve que 54% des personnes interrogées préfèrent garder la station la plus chère plutôt que la moins chère à 46%, simplement parce que la dépense ayant été plus élevée, on a l'idée de ne pas gâcher. C'est une erreur parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, les 150 $ sont dépensés et une fois que les 150 $ qui sont non récupérables sont dépensés, eh bien, tant qu'à faire, autant vous faire plaisir, aller dans la station qui vous plaît le plus. Sauf que notre cerveau n'est pas capable de rationaliser ça, et la bonne décision qui est de dire « de toute façon, je me fais plaisir », ne va pas fonctionner correctement. Cette expérience a été conduite également sur du théâtre. On a fait acheter des abonnements à un théâtre qui permettait d'assister gratuitement à 5 pièces, 5 représentations. Certains ont payé le plein tarif et en moyenne ont assisté à 4,1 séances. D'autres
ont eu un tarif en promotion et ceux qui ont eu la promotion sont allés en moyenne à 3,3 séances sur 5. C'est-à-dire que le fait d'avoir payé, d'avoir engagé une dépense, finalement, ça pousse les gens à, quelque part, à rentabiliser leur investissement. Alors que dans les deux cas, normalement, on ne devrait pas avoir de différence. Parce que qu'on paye 15 $ ou 8 $, de toute façon, ça ne change rien. Je vais maintenant vous parler du biais de cadrage. Il y a une maladie et 600 personnes sont touchées par cette maladie. On vous propose de faire 2 traitements. Les chercheurs ont fait leurs expériences et il y a un traitement A qui permet de sauver 200 personnes. Et il y a un traitement B qui vous dit que vous avez une chance sur 3 de sauver tout le monde, mais 2 chances sur 3 de faire mourir tout le monde. Quel est votre choix? Eh bien, quand on présente l'expérience comme ça, 72% des gens répondent traitement A. Je vous donne maintenant 2 autres solutions avec 2 autres traitements. Toujours avec mes 600 malades. Avec le traitement C, 400 personnes vont mourir. Avec le traitement D, vous avez une chance sur 3 pour que personne ne meure et 2 chances sur 3 pour que tout le monde meure. Qu'est-ce que vous prenez comme choix? Présenté comme ça, 78% des participants ont choisi le programme D. Alors c'est curieux parce que je vous ai remis ici la totalité des traitements A, B, C, D. Quand vous analysez bien, c'est le même résultat. C'est que dans tous les cas de figure, l'espérance, pour utiliser le terme mathématique, c'est que 200 personnes vont survivre et 400 ne vont pas survivre. Par contre, on explique ça de façon très simple. C'est que lorsqu'il y a des gains, on fuit le risque. C'est que je préfère être sûr de sauver 200 personnes. C'est pour ça que j'ai 72% de personnes qui ont choisi le traitement A. Je ne prends pas de risque quand il s'agit de sauver des gens. Par contre, pour la perte, c'est le contraire. On choisit le risque. Plutôt que d'être sûr que 400 personnes meurent, je préfère prendre le risque que à 2 chances sur 3, ou à 1 chance sur 3, pardon, que personne ne meure. Et donc, c'est paradoxal, c'est que on fuit le risque lorsqu'il s'agit de gagner, et on choisit le risque lorsqu'il s'agit de perte. Et ça m'amène un petit peu dans la continuité au biais suivant, qui est le biais d'évaluation des probabilités. Celui-là, il va être très rapide, mais je l'aime bien. C'est qu'il y a une différence fondamentale entre la probabilité réelle sur un risque et la probabilité perçue. Notre cerveau ne sait pas évaluer un risque faible ou un risque très faible. Il ne sait pas non plus évaluer un risque fort ou un risque très fort. C'est-à-dire que tous les risques moyens sont plutôt bien perçus par notre cerveau. Par contre, aux extrêmes, on n'est pas bon. Et si je vous donne un chiffre en disant ce score-là, il a une probabilité de 0,01% et ce score-là, il a une probabilité de 0,02%, pour vous, ça va être sensiblement pareil, alors que c'est 2 fois moins. Et c'est pas la même chose dans notre esprit que si je vous dis on passe de 40 à 80%, alors que c'est la même chose. Eh bien, ce phénomène-là de surreprésentation des risques faibles ou des probabilités faibles, il s'explique par un biais qui est le biais d'évaluation des probabilités. Et concrètement, c'est ce qui fait que les gens ont peur dans l'avion. Pourquoi on a peur de prendre l'avion? Quel est le risque d'avoir un accident d'avion gravissime? Le risque, il est extrêmement faible. Mais notre cerveau ne sait pas interpréter ce risque qui est extrêmement faible et préfère se rapprocher de choses mieux maîtrisées et plus connues. Les risques faibles sont très mal évalués et franchement, on a moins de risques à prendre l'avion qu'à traverser la rue. Le terrorisme, quel est le risque ou quelle est la probabilité que vous subissiez une attaque terroriste? Extrêmement faible. Extrêmement, extrêmement faible. Et pourtant, les gens ont peur du terrorisme. C'est-à-dire que notre cerveau va surreprésenter les probabilités les plus faibles, et c'est pour ça qu'on a peur des terroristes, c'est pour ça qu'on a peur des avions, et c'est comme ça que notre cerveau fonctionne.
Le biais suivant, c'est le biais de surestimation de soi. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, qui était le biais d'optimisme. Le biais de surestimation de soi, j'ai choisi de l'illustrer à travers la Covid. On a vu les présidents brésiliens, américains, britanniques et bien d'autres, Bolsonaro, Trump, Johnson, qui étaient convaincus que ni eux-mêmes ni leur peuple ne seraient atteints par la Covid. En janvier, Donald Trump déclarait « Nous avons la maîtrise de la situation, tout est totalement sous contrôle ». Ça, c'est un biais de surestimation de soi. C'est un biais qui est extrêmement fréquent. Par exemple, c'est le biais qui concerne les fumeurs. Tous les fumeurs savent qu'en fumant, il y a un risque fort de développer un cancer. C'est à peu près une chance sur deux de mémoire. Et pourtant, chaque fumeur pense que lui ne sera pas atteint. C'est l'autre qui va avoir les problèmes de santé. Ça, c'est le biais de surestimation de soi. Et même en France, par rapport à la Covid, souvenez-vous, au mois de mars, là où les Chinois et les Italiens nous disaient « mais arrêtez, vous êtes fous de sortir comme ça », et nous, on allait se promener le long du canal Saint-Martin, où les gens allaient s'entasser, pensant que de toute façon, le virus n'arriverait pas en France. Il n'y avait pas de problème. Ça, c'est de la surestimation de soi. Je vais vous parler maintenant d'ultra-crépidarianisme, parce que ça va être associé avec le concept d'après. L'ultra-crépidarianisme, c'est le fait de donner son avis sur des sujets pour lesquels on n'a pas de compétences crédibles ou démontrées. C'est un biais cognitif. C'est-à-dire qu'on a tendance à s'exprimer trop fort sur des sujets qu'on ne maîtrise pas assez. Et ça a été, derrière ce terme, ça a été étudié par deux scientifiques, un britannique et un américain, Dunning et Kruger, et on appelle ça l'effet Dunning-Kruger. Dunning et Kruger ont regardé quel était le niveau de confiance dans un phénomène, de quelle manière on pouvait parler d'un sujet, en fonction du niveau de connaissance qu'on a de ce sujet-là. Et ils ont fait des expériences qui ont été publiées en 99, toute fin 99, donc c'est relativement récent. Et leur conclusion, elle est que dès qu'on a un peu de connaissance sur un sujet, on tend à s'exprimer, à être en surconfiance. Et inversement, un peu plus tard, lorsqu'on développe des connaissances sur le sujet, eh ben, on tend à être beaucoup plus modeste et beaucoup plus prudent sur son niveau de maîtrise d'un sujet. Il y a le corollaire, c'est que les personnes les plus qualifiées sur un sujet trouvent ça tellement facile qu'elles pensent que c'est facile pour tout le monde, et les personnes ultra compétentes vont avoir tendance à ne pas trop s'exprimer. Alors c'est rigolo parce que les personnes peu qualifiées vont largement s'exprimer, et les personnes les plus qualifiées vont être beaucoup plus modestes et réservées et hésitantes. Alors Dunning et Kruger expliquent que c'est un phénomène qui, entre autres, qui s'explique par le fait que on n'a pas les capacités de se juger soi-même et de juger soi-même de son propre niveau de connaissance sur une thématique. Et dès qu'on commence à connaître un peu un sujet, on a l'impression de le maîtriser, alors qu'en fait, le champ de nos connaissances est largement à compléter. Et ils ont fait un graphique que j'aime beaucoup, qui est celui-là. C'est leur vocabulaire. Hein. Donc, en abscisse, vous avez « je ne connais rien au sujet »,« j'ai des connaissances raisonnables et je maîtrise le sujet ». Et en ordonnée, c'est le niveau de confiance, donc confiance basse, moyenne, élevée. Et vous voyez que dès qu'on commence à développer des connaissances sur un sujet, le niveau de confiance grimpe très vite et très haut, jusqu'à atteindre ce que Dunning et Kruger ont appelé le sommet du mont stupide. Et après, lorsque vous continuez à apprendre sur le sujet, vous redescendez dans votre niveau de confiance jusqu'à atteindre la vallée du désespoir. Ça, c'est un phénomène que tous les étudiants connaissent. C'est que quand ils commencent à apprendre une leçon, hop, il y a un niveau de confiance qui arrive très vite, et quand ils continuent à travailler, il y a un moment où ils se disent « Oh là là, j'ai l'impression de plus rien savoir ». Eh bien non, c'est pas qu'ils savent plus rien, c'est qu'ils ont atteint la vallée du désespoir. Et en continuant à travailler, ils vont remonter la pente de l'illumination et le plateau de durabilité. Et ce qui est très rigolo, c'est que vous voyez que même quand on atteint des niveaux d'expertise gourou, on n'est jamais aussi haut en confiance que lorsqu'on est au sommet du mont stupide. Voilà. J'aime beaucoup cette explication et ce graphique, ça rappelle plein de situations vécues et je trouve ça amusant parce que c'est juste bien vu, quoi. Le biais suivant est le biais de groupe. L'idée du biais de groupe, c'est que tout le monde ne peut pas se tromper, quoi. Et si je vois tout le monde courir dans une direction
en fuyant quelque chose, et ben sans même savoir ce qui se passe, je vais faire pareil, je vais fuir. Si je vois tout le monde assis autour de quelque chose, en train de regarder quelque chose, je vais regarder également pour voir ce qui se passe. Si les autres le font, c'est qu'il y a une raison. Tout le monde ne se trompe pas. C'est un biais cognitif. Alors ça a été expérimenté avec une expérience qui est amusante, c'est qu'on a demandé à une personne, seule, de remplir un questionnaire. Le questionnaire n'avait pas d'intérêt particulier. Et au bout de quelques minutes, on fait passer de la fumée sous la porte. Et on regarde la réaction de la personne. Au bout de combien de temps la personne va donner l'alerte ou pas? On a fait la même expérience avec un groupe, donc même condition. On a un groupe de personnes qui remplissent le questionnaire, sauf que tout le monde est complice, sauf une personne, qui est la personne évaluée. Et les complices voient la fumée, ils observent, la fumée arrive, elle passe par-dessous la porte, mais personne ne bouge, et les gens continuent à remplir le questionnaire. Dans la première expérience, au bout de 2 minutes, quand la personne est seule, 75% des individus ont donné l'alerte, en disant « attention, il y a le feu ». Dans la deuxième expérience où personne ne bougeait, seulement 10% des gens ont donné l'alerte au bout de 2 minutes. Donc il y a d'autres biais d'ailleurs qui sont en jeu ici. Il y a un biais de dilution de responsabilité. Ce sont ces biais qui font qu'on s'appuie sur le groupe plutôt que de s'appuyer sur nos propres analyses, nos propres pensées rationnelles. Cette pensée de groupe, elle est en général pas très bonne. Il vaut mieux travailler autrement. Je vous en parlerai tout à l'heure avant la conclusion, lorsqu'on verra comment contourner les biais. Mais l'effet de groupe, c'est ce qui fait aussi que si une personne se fait agresser, eh bien, il y a peu de chances que des gens interviennent, pas parce qu'ils n'ont pas forcément le courage, mais parce qu'il y a une dilution de responsabilité, il y a cet effet de groupe. Puisque les autres ne bougent pas, je ne bouge pas. Voilà. Et il y a beaucoup de phénomènes qui s'expliquent par le biais de groupe. Le biais du survivant, maintenant. Le biais du survivant, c'est un biais statistique où en fait on va fonder nos observations sur une mauvaise population sans se rendre compte que la population qu'on étudie est mauvaise. Donc les biais de sélection, c'est classique, et du coup on va tirer des conclusions qui ne sont pas les bonnes et qui seront trop hâtives. Historiquement, c'est un statisticien qui s'appelle Abraham Wald. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on lui a demandé de renforcer les avions qui revenaient les bombardiers qui revenaient du feu ennemi pour essayer de faire qu'on ait moins de pertes possibles d'avions. Et il a regardé sur tous les avions où étaient les impacts de balles des avions qui rentraient. Et vous avez le schéma ici des impacts de balles des bombardiers de la Deuxième Guerre mondiale. Et tout le monde lui a dit, bah, écoute, c'est facile, maintenant que tu as vu ça, il faut renforcer là où il y a les impacts. Comme ça, puisque c'est là que nous sommes touchés, renforçons ces zones-là. Il a pris tout le monde à contre-courant en disant, non, les avions sur lesquels on a fait la mesure, ce sont ceux qui sont revenus. Donc s'ils sont revenus, il n'y a pas de problème. On peut les réparer. Ce qui m'importe, c'est ceux qui ne sont pas revenus. Donc ceux qui ne sont pas revenus ont sans doute été touchés dans d'autres zones, et c'est ça qui a fait qu'ils ne sont pas revenus. Et il a décidé de renforcer toutes les zones qui n'avaient pas été touchées. Et il a eu raison de faire ça parce que son analyse de départ était biaisée, puisqu'il faisait son analyse uniquement sur les bombardiers qui revenaient. Et donc ce n'est pas cela qui posait des problèmes. Donc ce biais du survivant, alors après coup, on sait que c'est ce qui s'est passé sur le casque Adrian. Le casque Adrian, c'est le casque que vous voyez ici en photo. C'est le casque qui a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale, donc après qu'on ait formalisé le biais du survivant. Et en 1915, donc quand on a rendu ce casque obligatoire auprès de nos militaires, il s'est passé un phénomène, c'est que les médecins sont montés au créneau en disant « mais arrêtez avec ce casque, c'est une catastrophe. Depuis qu'il y a ce casque, il y a plein de fractures du crâne, il y a plein de blessés, et j'ai beaucoup plus de blessés qu'avant. » Alors oui, du point de vue du médecin, ils ont vu une recrudescence de blessés, mais en réalité, c'est un biais de sélection, c'est le biais du survivant, c'est que ces gens-là avant mouraient. Et donc la réponse n'était pas « il faut supprimer le casque », c'était au contraire « il faut le rendre obligatoire ». Voilà.
Le biais suivant, j'aime bien, c'est un biais qui est amusant, c'est le biais de corrélation illusoire ou de corrélation trompeuse. C'est pas parce qu'on a deux phénomènes qui sont corrélés que y a des liens de causalité et on peut tirer des mauvaises conclusions en observant des mauvaises corrélations. Corrélation n'est pas causalité. Alors il y a un exemple qui est classique sur un médicament, qui est que certaines maladies se soignent toutes seules, hein, notre organisme est tout à fait capable de les soigner. Et ce qu'on observe, c'est qu'au pic de la maladie, quand on n'est pas bien, on a tendance à prendre un médicament, et comme notre corps se soigne tout seul, eh bien on a le sentiment que c'est le médicament qui est à l'origine de ça. Ça peut être une fausse corrélation, et si on n'avait pas pris le médicament, on aurait sans doute eu aucun problème. Il y a plein de corrélations comme ça, illusoires, qui ont été démontrées comme étant fausses. Par exemple, les suicides en pleine lune, le nombre d'accouchements lors des pleines lunes. Tout ça sont des fausses idées. Les douleurs d'arthrite rhumatoïde en fonction des conditions météo. Ça a été démontré comme étant faux. C'est que le grand public met en place des corrélations, pense qu'elles sont bonnes, ça se dit, ça se répète, et quand on mesure et quand on vérifie, on se rend compte que parfois elles sont fausses. Ou l'effet placebo. Alors je me suis amusé juste pour le fun à mettre quelques fausses corrélations. Ici vous avez une corrélation importante entre la consommation de chocolat et la probabilité que vous ayez le Nobel. Et plus vous mangez de chocolat, plus vous risquez d'avoir le prix Nobel. C'est une très belle corrélation, trompeuse, enfin j'aurais préféré qu'elle ne le soit pas, ce qui m'aurait justifié ma consommation de chocolat, mais en tout cas celle-ci elle est trompeuse. Vous avez celle-ci qui a été publiée il n'y a pas longtemps, entre le nombre de cas de Covid en fonction du nombre de McDonald's dans un pays. Alors là, c'est une illusion, parce que en fait, plus le pays est grand, plus il y a de McDo, et donc on ne va pas comparer le nombre de victimes au Luxembourg avec le nombre de victimes aux États-Unis ou en Chine. Ça n'a pas de sens. Vous avez cette magnifique corrélation. Vous voyez que là, les deux événements sont très corrélés. Quand l'un descend, l'autre descend. Quand l'un remonte, l'autre monte. C'est corrélé à 99%. Hein. C'est le taux de divorce dans le Maine avec la consommation de margarine par individu. Voilà, alors je me suis fait plaisir, je vous en ai mis deux autres comme ça. Celle-là, très forte corrélation à 99,8%. C'est les dépenses en espace, sciences et technologies corrélées avec les suicides par pendaison, strangulation et suffocation. Voilà, très très corrélé. Vous voyez, corrélation n'est pas causalité. Hein. Et une petite dernière, c'est le nombre de personnes qui se sont noyées dans leur piscine, corrélé avec le nombre de films où Nicolas Cage apparaît chaque année. Elle est un peu moins bonne comme corrélation, seulement à 66%. Voilà. Donc finalement, je vous ai présenté une bonne dizaine de biais, et la question c'est comment est-ce qu'on peut lutter contre ces biais, puisque ce sont des mécanismes liés à notre cerveau. Et donc on ne peut pas changer fondamentalement le fonctionnement de notre cerveau. Et on ne va pas trouver de mécanismes pour lutter contre les biais, on va trouver des mécanismes pour éviter les biais plutôt que lutter contre les biais. Alors j'aime beaucoup ces illusions d'optique parce qu'elles illustrent bien le phénomène. Ce sont deux illusions d'optique qui sont très connues. La première à gauche, c'est l'illusion de l'échiquier. Vous pouvez imprimer cet échiquier qu'on trouve facilement sur Internet. Le carré A est de la même couleur que le carré B. C'est exactement le même niveau de gris. Notre cerveau nous dit que le A est plus foncé que le B. Vous découpez, vous imprimez ça, vous découpez le petit carré A, vous le déplacez, vous le mettez au-dessus du B, et vous faites l'inverse, et vous allez vous rendre compte que le A et le B sont exactement de la même couleur. Vous pouvez répéter l'expérience 10 fois, votre cerveau va voir 10 fois que c'est de la même couleur, vous prenez le carré A, le carré B, vous les mettez côte à côte, vous dites ok c'est de la même couleur, vous les posez, votre cerveau va vous dire qu'ils sont plus de la même couleur. C'est-à-dire que notre cerveau n'est pas capable de tout seul corriger un biais. Vous avez la deuxième expérience ici à droite, c'est l'expérience dite d'illusion du mur de café. Toutes les lignes, c'est réellement sur un mur de café, hein, c'était involontaire au départ. Toutes les lignes que vous avez là sont strictement horizontales et parfaitement alignées, sont des droites. Notre cerveau nous les montre tordues. Vous pouvez prendre un niveau à bulles, vous pouvez prendre une règle parfaitement horizontale, vérifier, contrôler, et vous allez voir que c'est parfaitement horizontal. Vous retirez la règle et vous continuerez à voir ces lignes tordues. C'est-à-dire que
même en vérifiant, même en sachant, vous ne pouvez pas empêcher votre cerveau d'être atteint par ces illusions ou par ces biais. Eh bien, Sibony, je vais reprendre un peu ce qu'il a dit, c'est que puisqu'on ne peut pas lutter contre les biais de manière directe, essayons de les éviter. Et il propose 4 pistes qu'il développe, et j'aime beaucoup son propos. Il dit, la première chose, c'est de rechercher la contradiction. Quand vous présentez une nouvelle idée, eh bien, la meilleure des choses, c'est d'essayer de voir pourquoi cette idée pourrait ne pas fonctionner. La deuxième idée, c'est de laisser les désaccords s'exprimer. Souvent, les gens qui se taisent, quand ils disent des choses, c'est intéressant. Et à la limite, même s'ils se trompent, c'est pas très grave. Mais au moins, ils auront exprimé des désaccords, et une fois de temps en temps, ils vont vous éviter de tomber dans un biais. La troisième piste de Sibony, c'est de discuter des incertitudes. Excusez-moi. C'est de discuter pourquoi le projet pourrait ne pas fonctionner et d'avoir des groupes qui vont chercher des motifs pour, d'avoir des groupes qui vont chercher des motifs contre, et après de confronter tout le monde et de chercher un peu la contradiction, de chercher les désaccords et de bien tout poser à plat. Et enfin, le dernier critère qui est intéressant, c'est d'avoir des critères explicités. C'est que, un peu l'idée du tableau de bord, c'est de dire, ben voilà mes indicateurs, voilà mes jauges, et s'il se passe ça, alors je fais ça. Si tel phénomène se passe, alors je fais ça, et de définir tout ça à l'avance. Parce que si vous ne les définissez pas à l'avance, vous allez les subir a posteriori, et vous allez être mis dans des situations d'urgence en disant « Oh là là, il se passe tel phénomène, qu'est-ce que je fais ?» Et vous allez gérer dans l'urgence et tomber dans vos propres biais cognitifs. Voilà, alors en conclusion, les biais sont inévitables. De mon point de vue, la meilleure posture scientifique, c'est celle du doute, ce qu'on appelle la zététique, du grec zététikos, donc l'art du doute. Et un bon scientifique ne peut être qu'à l'écoute de l'autre, qu'à l'écoute de la critique, qu'à avoir un esprit d'ouverture et surtout développer l'esprit critique et laisser les critiques s'exprimer. C'est comme ça que réellement on avance, en laissant l'autre vous dire que vous avez tort ou vous démontrer que vous avez tort. C'est comme ça aussi qu'on peut avancer. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Le support est disponible gratuitement. Il suffit de me faire un mail à cette adresse-là ou par l'intermédiaire de l'ensemble Saint-Luc. Je remercie également Olivier Sibony et la chaîne Science Étonnante qui ont publié pas mal de vidéos intéressantes dont je me suis inspiré en partie, en particulier la chaîne Crétin de Cerveau. Voilà, n'hésitez pas à prolonger tout ça et pour ma part, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre.